Voici ce qui a attiré notre attention cette semaine à Infocam. La Ville de Saint-Pascal, en collaboration avec le Comité Art et Culture de Saint-Pascal Ville en Santé et de la Fabrique de Saint-Pascal, a dévoilé 3 nouvelles à caractère culturel. Des étudiants du programme de technique de bioécologie du Cégep de la Pocatière dénoncent les coupures du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et une incursion dans la cuisine collective de Saint-Pascal. Bienvenue à votre bulletin d'information Infocam. La Ville de Saint-Pascal a convié la presse pour annoncer 3 bonnes nouvelles à caractère culturel. Soit la nouvelle programmation du Printemps des Arts, un nouveau programme de soutien à la culture et un bilan positif du 50e anniversaire de l'orgue. À noter que ces 4 concerts donnés dans l'église de Saint-Pascal ont engendré un profit de près de 10 000 $. 75 % des bénéfices iront à un fonds dédié à l'orgue et 25 % au programme de soutien à la culture. Parlez-nous de la 14e édition du Printemps des Arts 2015. Alors, encore une fois, cette année, nous avions à cœur de présenter des activités pour le Printemps des Arts, qui a toujours une suite à chaque année. Nous avons encore de très belles activités à présenter au public, dont, si on regarde bien pour les 2 plus grandes, nous avons une très jeune fille qui va nous présenter un concert, Laurence Anne Charret-Gagné, qui compose elle-même ses chansons et qui viendra nous voir au centre communautaire au mois de mai, ce qui est le 22 mai. Alors, nous invitons la population à venir l'écouter. Elle compose ses chansons et elle est une fille très attachante aussi. Il va y avoir aussi des pièces de théâtre? Oui, il va y avoir une pièce de théâtre, toujours du Club Optimiste, qui se font un plaisir d'en faire une à chaque année. Cette année, c'est Méli-Mélo au bureau. Et ils sont sûrement prêts à nous faire bien rire. Alors, déjà, vous pouvez demander vos réservations. Il y a des tables VIP, c'est 15 $. Et pour la population en général, c'est 10 $. Alors, on vous invite encore à cette activité qui va avoir lieu le 24 et 25 avril. Nous avons aussi le Club de l'Âge d'Or cette année qui s'unit à notre printemps pour présenter 2 pièces, Le Mari innocent et Trompeur et tromperie. Alors, ça aussi, ça va être quelque chose à venir voir parce que ce sont de bons acteurs et il y a une pièce plus rigolote avec Le Mari innocent et l'autre, elle est plus à réflexion. Il va y avoir aussi une exposition d'art? Oui, l'exposition J'expose au Printemps des Arts est toujours efficace et toujours en prime abord parce que nous avons de beaux talents artistiques à Saint-Pascal et il faut venir les découvrir. Et en terminant, si on veut avoir plus d'informations et on veut se référer au dépliant que vous avez, où on peut le trouver? Oui, on peut le trouver sur le site de la Ville de Saint-Pascal. Et aussi, moi, je suis toujours disponible. Mon numéro de téléphone est dans le feuillet, mais je peux le dire quand même, 418-492-9836. Pour les réservations des billets, c'est écrit dans le dépliant, dépendamment de l'activité qui est produite. Tout d'abord, parlez-nous du nouveau programme de soutien à la culture. Qu'est-ce que ça comprend? Il comprend, c'est une bourse annuelle que la Ville veut instaurer au niveau de la culture, une bourse de 4 000 $ qui sera divisée en 2 volets, un volet développement et un volet jeunesse. Le volet jeunesse a la plus grande partie de l'enveloppe, c'est-à-dire 3 000 $ sur le 4 000, qui, ce 3 000 $ est divisé en 2 parties, c'est-à-dire une partie pour l'été 2015, c'est-à-dire qu'il sera toujours pour l'été, et l'autre partie pour l'automne, afin qu'on puisse avoir justement 2 possibilités où les jeunes peuvent s'inscrire dans des activités. Donc, le but visé, c'est d'essayer d'encourager les jeunes qui ont de la difficulté à pouvoir payer les frais d'inscription à un cours de piano, de théâtre, peu importe quelle discipline artistique, la Ville aimerait leur aider à défrayer ces coûts-là. Donc, jusqu'à un montant de 50 % de la valeur du coût d'inscription, jusqu'à un montant global de 250 $ par enfant, la Ville va aider justement les jeunes à pouvoir suivre des cours, des activités culturelles.
Ça, c'est pour le volet jeunesse. Et le volet développement, ça s'adresse plus aux jeunes un petit peu plus vieux qui ont de bonnes idées de développement d'activités culturelles, théâtre, musique, ou monter un spectacle, monter une activité dans laquelle les jeunes pourraient participer. Et pour leur venir en aide, étant donné que souvent, ce sont des jeunes qui vont essayer de développer ça bénévolement, nous, on a pensé de leur donner une bourse du montant de 1 000 $, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à 1 000 $, c'est soit une bourse à une personne si on a juste un projet, mais elle sera divisée, cette bourse-là, en différentes personnes si nous avons plusieurs projets, pour venir les aider à défrayer des frais, de différents types de frais qui sont énumérés dans le programme ici. Donc, si on fait un retour sur le 50e anniversaire de l'Orgue de Saint-Pascal, comment s'est passées les activités? Très bien. D'abord, on a eu une fidélité d'auditoire. Plus de 2000 personnes sont venues, dont un peu plus de 800 lors du dernier concert qui a été presque spectaculaire parce qu'il réunissait 150 choristes, chanteurs, avec un chef de grande réputation, Agnès Grossman. Et les 3 autres concerts, on a eu 400 personnes à peu près, ce qui est énorme si on pense que des concerts d'orgue ou de musique de chambre à Montréal vont attirer de fois 150 personnes, ça dépend. Alors, c'est beaucoup. Évidemment, il y avait derrière ça une structure, une organisation, puis, je dirais, une fierté aussi pour l'instrument de Saint-Pascal. Grande fierté. Est-ce que vous avez été étonné par la fidélité des citoyens qui sont venus à ces événements? Oui et non. On est toujours angoissé. Par exemple, faire un concert de Noël le 30 novembre, ça m'a angoissé beaucoup parce qu'il y avait eu une tempête. C'était raté parce que le lendemain, Agnès Grossman s'en allait au Japon pour diriger. Donc, on a réinvesti dans un événement qui n'aurait pas eu lieu. Ça a été un stress. Non, parce que j'avais déjà eu une série de concerts à Saint-Pascal sur le titre Les Saisons, il y a plusieurs années, et on avait des fidèles qui venaient. Puis je pense qu'on avait une programmation dont le principal objectif, c'était l'accessibilité. C'est-à-dire, on vient ici, on voit des œuvres inscrites dans le programme, on ne les connaît pas, mais lorsqu'on les entend, parfois on les reconnaît. Les étudiants du programme de technique de bioécologie de la Pocatière ont lancé une pétition contre les coupures au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Quand on parle de coupures au niveau du ministère de la Faune, des Parcs et des Forêts, de quelles coupures on parle exactement? On parle de beaucoup de choses, en fait. On parle de beaucoup de mises à pied, que ce soit des agents de protection de la faune, des techniciens ou des biologistes qui perdent carrément leur poste. On parle, les agents de protection de la faune, comme j'ai mentionné. On parle également d'une perte d'expertise. Donc, chaque mise à pied enlève une personne qui traite d'un dossier ou qui aide à traiter un dossier. Donc, il y a une perte d'expertise, des connaissances. Souvent, les professionnels n'ont que quelques jours, en fait, pour transmettre toutes les données qu'ils ont cumulées pendant des années. Et on observe aussi au Québec environ 600 espèces menacées ou vulnérables à ce jour. Il y a certains programmes de rétablissement pour ces espèces-là menacées qui existent et qui vont écoper également. Comme par exemple, on parle du programme de rétablissement pour le caribou forestier en Gaspésie, pour le saumon atlantique en Gaspésie aussi. Ces programmes-là vont écoper, que ce soit pour le pigargue à tête blanche ou encore le faucon pèlerin. Donc, toutes ces espèces menacées ou vulnérables-là qui en arrachent déjà, bien, les programmes pour les rétablir risquent également d'être coupés à leur niveau. Où vous voulez aller avec cette pétition? Nous, ce qu'on désire faire, en fait, bon, premièrement, c'est de récolter le plus possible de signatures. Il nous reste encore quelques semaines. Puis ensuite, aller la déposer à l'Assemblée nationale. C'est de faire part de notre inquiétude au ministre, de lui dire via le nombre de signatures qu'on va avoir qu'il y a plusieurs citoyens, étudiants qui s'inquiètent des répercussions des coupures. Parce que la mission première du ministère, c'est de s'occuper de préserver notre patrimoine naturel via le travail sur le terrain de ses experts. Et là, en coupant comme ça, c'est beaucoup de gens qui perdent leur travail. On a beaucoup moins de gens qui circulent les forêts, qui protègent en fait notre faune, notre patrimoine naturel. C'est quoi l'importance de garder notre patrimoine naturel pour les Québécois ici? Donc, l'importance du patrimoine naturel ainsi que des espèces qui composent, que ce soit des espèces animales ou végétales, ça a une importance très, très grande. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre histoire, mais ça nous rend également, les milieux naturels ainsi que les espèces qui les composent, nous rendent de nombreux services, que ce soit une lutte contre l'érosion, que ce soit une purification, une aide à la purification de l'air, de l'eau qu'on respire, des emplois directs, indirects. Donc, les milieux naturels ont une très grande importance. À l'échelle du Québec, les milieux naturels, l'exploitation de la faune, si vous voulez, génère
génère environ 1,6 milliard de dollars. Donc, c'est d'immenses retombées économiques. Et il y a beaucoup de régions, ça représente en fait un moteur économique pour ces régions-là, l'exploitation de la faune. Donc, c'est pourquoi c'est important de préserver ce patrimoine naturel-là. C'est important de l'encadrer. C'est important de faire un suivi des prélèvements qui est fait. Et c'est pour ça que nos professionnels existent. C'est pour ça qu'ils sont là et c'est pour ça qu'on les veut sur le terrain, pour qu'ils puissent préserver, continuer de bien gérer notre patrimoine naturel collectif. Et je vois que vous n'êtes pas seul, vous avez des gens derrière vous. C'est qui a décidé d'initier cette pétition? C'est un peu quelques étudiants, au fil d'une discussion en classe, on faisait le suivi des conséquences des coupures à l'automne. Puis on s'est dit, bon, bien ça y est, on lance la pétition. Donc là, on est plusieurs. C'est beaucoup d'étudiants de la technique de bioécologie du Cégep de la Pocatière qui sont à la base de cette pétition-là. Et d'autres citoyens ainsi que d'autres étudiants se sont greffés à la pétition. Et qu'est-ce que vous espérez avec cette pétition? On espère un recul. Nous, la demande ultime de la pétition, en fait, c'est une réembauche des agents de protection de la faune, des techniciens, des biologistes. Le ministère de la Faune, c'était le parent pauvre, si vous voulez. Déjà, il était sous-financé et on lui fait voir de nouvelles coupures qui sont vraiment pas souhaitables. Donc, on voudrait une réembauche de ces professionnels-là, ultimement, là, et que cessent de premier abord les mises à pied. Vous êtes des étudiants, donc aussi, c'est des emplois futurs qui vous sont menacés. Ça vous fait peur? Oui, tout à fait. Bien, les perspectives sont plutôt sombres en ce moment. Il faut savoir aussi que le ministère en question, il a observé des coupes drastiques depuis l'automne 2014, mais ça fait aussi plusieurs années que, petit peu à petit peu, on observe des coupures comme ici, au bureau de la Pocatière. Il y a quelques années, on avait aux alentours d'une vingtaine d'agents de protection de la faune. Et aujourd'hui, on n'en compte que 4. À Rivière-du-Loup, par exemple, au début des années 2000, si je ne me trompe pas, il y avait à peu près une dizaine d'agents de protection de la faune. Et depuis les années 2000, on n'en compte plus aucun. Donc, ça fait longtemps là, que les coupures s'échelonnent. Je vous dirais que c'est un peu le ras-le-bol, en fait, des gens, des citoyens et des étudiants aussi. Là. Ça suffit. C'est déjà le parent pauvre. C'est pas... on estime, en fait, que ces coupures-là sont de nature idéologique parce que déjà, c'était pas un ministère qui représentait d'énormes dépenses. Et en plus, il y a beaucoup de postes qui ont été coupés qui étaient financés par des partenariats externes. Donc, pourquoi couper ces postes-là si déjà, à la base, le budget pour les payer ne provenait pas de l'interne? Nous, c'est vraiment la question qu'on se pose et qu'on est en droit de se poser, qu'on n'est pas les seuls à se poser également. De quelle nature sont ces coupures-là, sinon idéologiques? Le service CAMED, établi dans la région du Kamouraska, offre différents services, dont un tout nouveau qui nous est expliqué par la directrice générale, Josée Lévesque. Service CAMED, c'est un organisme à but non lucratif et aussi une entreprise d'économie sociale où nous travaillons à offrir des services d'aide à domicile, soit de l'entretien ménager, de la préparation de repas, de l'accompagnement en commission. On a aussi un service qui s'appelle de présence-surveillance. Et on a un nouveau service qu'on va offrir bientôt, qu'on débute, c'est au niveau du lavage des vitres extérieures. Mais à qui ces services s'adressent exactement? Les services s'adressent, il y a plusieurs catégories de personnes. Principalement, les services s'adressent aux personnes en perte d'autonomie, qu'elles soient âgées, qu'elles soient en difficulté, des jeunes familles qui sont référées. Toutes les personnes de moins de 65 ans doivent avoir une référence du CLSC pour justement, parce qu'ils sont en perte d'autonomie, qui ont une opération pendant quelques semaines, qui sont incapables de faire leur travail. Et aussi, le service de grand ménage, lui, s'offre à toute la population du Kamouraska. Il y a aussi le service de présence-surveillance que, lui, va s'offrir beaucoup pour venir en support aux familles, aux proches aidants. Donc, on va aller demeurer quelques heures avec une personne pendant que son proche aidant va aller faire ses commissions ou il va aller tout simplement jouer au quai, prendre un café, se divertir, se changer les idées. Et pour le service de lavage des fenêtres, bien, c'est à toute la population. C'est un service qui est offert à 15 $ par étage. Donc, et la personne qui va faire les vitres, contrairement aux autres rendez-vous, aux autres services, ils ont besoin de prendre des rendez-vous. Alors que pour le lavage des vitres extérieures, ils nous disent, ben moi, je veux faire laver mes vitres extérieures une fois par semaine, une fois par 2 semaines, ou occasionnellement. Et ils nous téléphonent, on prend leur nom,
Et un matin, la personne, il fait beau, la personne part puis il s'en va faire les vitres de tout le monde. On laisse une petite carte comme de quoi qu'on est passé, que les vitres sont lavées, la facture va arriver par la poste. Là. Fait qu'il n'y a pas besoin de rendez-vous, la personne n'a pas besoin d'être là. C'est vraiment un lavage de vitres extérieur. À 2 étages seulement parce que vous ne faites pas les immenses maisons. Présentement, c'est un nouveau service, donc on a de l'équipement, mais on s'est rendu compte qu'il y a des maisons qui sont vraiment très, très hautes. Donc là, présentement, on parle d'étages accessibles. Par les autres années, on verra au niveau de l'équipement, là. Mais pour notre première année, connaître la popularité, et d'ailleurs, la popularité du service se parle de plus en plus. Les gens nous contactent et c'est bien. Ce qui va permettre justement l'année prochaine de voir si on développe d'autres équipements, c'est de comprendre justement ces très, très hautes maisons-là, comment on peut les desservir. Nous sommes allés faire un tour à la cuisine collective de Saint-Pascal, un service qui est possible grâce à leurs nombreux collaborateurs et à la Ville de Saint-Pascal qui offre leurs locaux gratuitement. Comment fonctionne une cuisine collective? Alors, la cuisine collective, c'est un lieu rassembleur de toute la communauté. Actuellement, nous avons plusieurs municipalités qui interviennent dans notre groupe, comme Saint-Bruno, Sainte-Hélène, Kamouraska et Saint-Pascal. Donc, nous recevons des gens de tout âge, bien sûr pas des enfants ni des adolescents, ce serait un peu plus difficile. Mais ce sont des mamans avec des jeunes enfants, ça peut être des retraités. Nous travaillons aussi en ce moment avec un groupe de l'APHK de Kamouraska. Donc, c'est toutes sortes de monde et je veux dire, le groupe est mixte aussi bien des hommes que des femmes qui viennent popoter ensemble, tous les vendredis en fait. Vous leur apprenez à faire la cuisine? Alors, je leur apprends pas vraiment à faire la cuisine. C'est un lieu d'échange de techniques culinaires, c'est sûr, on apprend des techniques aussi. On apprend des trucs alimentaires, on essaye de travailler aussi sur les saines habitudes de vie, notamment au niveau de l'équilibre des menus avec les groupes alimentaires. D'ailleurs, on a aussi la collaboration du C3S avec une intervenante diététiste, nutritionniste. On touche à la créativité aussi à travers nos mets. On voyage aussi par l'intermédiaire de nos menus, indépendamment des menus traditionnels du Québec. Des fois, ça nous arrive de faire un chili con carne ou d'aller faire une moussaka quand l'occasion se présente et qu'on a les légumes adéquats. On y découvre aussi de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, en fait, de nouveaux légumes aussi, je dois dire, quand l'occasion se présente aussi. Est-ce que les gens repartent avec leur nourriture qu'ils ont fait pendant la journée? Alors, c'est vraiment le but de la cuisine collective, c'est de venir cuisiner, popoter à moindre coût, de façon économique, bien sûr. Et ils amènent leur boîte pour qu'on puisse portionner le tout de façon à ce qu'ils puissent repartir avec ça chez eux. Alors, il y en a qui vont en mettre au congélateur, puis d'autres qui vont les manger dans la semaine. Va sans dire qu'une famille avec 5-6 enfants, ce sera tout de suite consommé dans la journée même ou 2 jours juste le lendemain selon le plat qui est réalisé. Il n'y a pas vraiment de stockage à ce niveau-là. Est-ce que c'est une clientèle fidèle? Est-ce que c'est le même groupe à chaque semaine? Alors, notre clientèle a énormément augmenté là, depuis 1 an et demi à peu près. Donc, on fonctionne avec 2 groupes. Avant, on fonctionnait aux 15 jours. Actuellement, on fonctionne toutes les semaines, tous les vendredis. Et ce sont des gens qui ont fait le choix de venir à chaque semaine. Mais j'en ai d'autres qui ont fait le choix de venir aux 15 jours. Puis comme je vous disais tout à l'heure, nous travaillons aussi avec l'APHK. Donc ce groupe-là, je l'accueille aux 15 jours avec des gens qui viennent régulièrement. Et est-ce qu'on peut penser aussi que la cuisine collective peut aider aussi à créer des amitiés, des liens? Alors, c'est sûr que c'est très fort, ça. Moi c'est une valeur qui m'importe beaucoup, c'est de briser l'isolement puis de socialiser, de créer des ponts entre les gens, notamment quand les gens arrivent de l'extérieur sur une municipalité. C'est vraiment un bon point pour eux parce que les gens se permettent de tisser des liens au niveau de la cuisine et de se retrouver également quelques séances plus tard sur d'autres activités municipales. Alors, puis comme nous accueillons des gens de différentes communes, eh bien, les gens se rencontrent même à l'extérieur, bien souvent dans d'autres occasions, d'autres organismes. Puis ça invite aussi les gens à s'impliquer aussi dans le milieu de façon bénévole ou de participer à la vie communautaire de leur municipalité.
Et parlez-nous de l'historique. Ça fait combien de temps que la cuisine collective existe ici à Saint-Pascal? Alors, je vous dirais, d'après mes recherches, d'après ce que j'ai pu questionner à droite à gauche, je pense qu'on arrive à 17 ans de fonctionnement. On n'est pas loin du 20e. Je ne peux pas assurer que ce soit 17 fixe, mais pas loin du 20e, je pense. Ça fait à peu près 6 ans et demi, 7 ans que je suis sur le fonctionnement de la cuisine collective avec d'autres personnes. Puis je pense que ça va continuer encore longuement. C'est l'origine de la cuisine collective, en fait, ça a été monté par un comité qui s'appelle Accueil-Partage, un comité de bénévoles. C'est eux qui ont lancé ça. Ils avaient à peu près une dizaine de personnes. Ils fonctionnaient à toutes les semaines, tous les vendredis. Et quand nous avons repris cela, on a fonctionné aux 15 jours parce que l'effectif était moindre. Mais actuellement, on est obligé de repasser, je veux dire, à toutes les semaines parce que l'effectif est de plus en plus grandissant, quoi. C'est le comité Accueil-Partage qui vous trouve toute cette nourriture. Alors, le comité Accueil-Partage reçoit des denrées alimentaires de Moisson-Kamouraska, la banque alimentaire qui est située à la Pocatière. La banque alimentaire en fournit une partie pour la cuisine collective et le stock se trouve à Accueil-Partage dans les locaux. Mais j'ai accès aussi, quand j'ai des compléments en aliments à aller chercher, j'ai accès aussi avec le stock de Accueil-Partage. Mais il faut vous dire que c'est vraiment une mobilisation de tout le milieu ici à Saint-Pascal, de toute la MRC, si je puis dire, parce qu'il y a quand même Centraide aussi qui participe régulièrement pour donner des fonds pour permettre ce fonctionnement-là. Nous avons les Chevaliers de Colomb à Saint-Pascal, nous avons les Marie-Reines aussi, je crois, qui ont participé. Il y a des particuliers, des citoyens aussi qui mettent leur stock de jardin en fin d'année à disposition pour la cuisine collective. Il n'est pas rare que je me fasse appeler, comme ça a été le cas, par un monsieur à Kamouraska qui avait des vignes au mois de septembre, octobre, et qui m'a invité gentiment à aller ramasser son raisin pour pouvoir le transformer puis faire quelque chose avec notre groupe. Je vous dis vraiment, le milieu est vraiment très impliqué là-dedans. Nous avons aussi la Guignolée à Noël aussi qui intervient. Il y a des entreprises aussi, pas des entreprises, mais les commerçants aussi qui nous aident aussi de différentes façons, mais qui vont s'impliquer dans le fonctionnement de Accueil-Partage et de la cuisine collective. Puis il y a une chose aussi que j'aimerais mentionner, c'est le fiduciaire de ce projet-là, pour l'instant, est le Centre Femmes La Passerelle. Donc, vous voyez que c'est vraiment une implication de tout le milieu qui gravite autour de Accueil-Partage et de la cuisine collective. L'APHK, l'Association des personnes handicapées du Kamouraska, ont fêté leur 30e anniversaire. Nous vous présentons aujourd'hui la première de 4 capsules réalisées par l'équipe de TVCK. Bien, dans le fond, la mission première de la PHK, c'est la promotion et la défense des droits des personnes handicapées. Mais aussi, un de ses grands objectifs, je pense, c'est d'améliorer la qualité de vie de ces personnes, de voir leur intégration au niveau de la communauté. Bien, dans le fond, nous autres, on est une association pour les personnes handicapées qui vient en aide justement aux personnes handicapées et à leurs familles. Moi, le volet que je m'occupe, le volet AIS, c'est accompagnement et intégration sociale. Ce volet-là est consacré aux membres handicapés. C'est pour leur permettre de devenir plus autonomes, puis c'est surtout de les intégrer dans la société, là, pour qu'ils fassent vraiment partie des gens, partie des activités, partie de la vie là, à Saint-Pascal, puis dans les alentours. Moi, ça va faire 2 ans et demi que je suis ici, puis depuis que je suis là, j'essaie d'intégrer des activités physiques. Puis au départ, on avait peur que ça ne fonctionne pas parce que c'était pas tout le monde qui était porté à participer à ça. Puis ça fonctionne vraiment, mais c'est aussi des gens qui sont reconnus parce que à force de les faire participer à ce qui existe déjà, tu sais, juste sortir au cinéma, jouer au baseball, ils en ont tous parlé du baseball. Puis tu vois, l'été passé, il y avait des jeunes du village qui venaient jouer au baseball avec eux autres. Fait que c'est vraiment le fun qu'ils soient intégrés là, avec les autres. C'est ce qu'on essaie, puis je pense que ça fonctionne. On va basquer le... OK. À go. 1, 2, 3, go! On va attendre. Tout à l'heure, trop tôt. Parfait. Ça, je n'ai pas eu cette chance. Là, vous autres, vous allez juste avancer pour aller rejoindre la première ligne en faisant votre pied. OK!
des activités qu'on fait, on rencontre les gangs, des amis. Puis moi, c'est plus... Mais avec ça, c'est plus... je deviens plus autonome, puis plus social. Puis je rencontre plusieurs amis, puis je fais des bonnes activités. Moi, au début, j'étais stressé un peu, mais sauf avec le temps, je m'habitue, puis je viens plus habitué tout le temps. Pourquoi j'étais venu? C'est à cause qu'il y avait des activités, puis je voulais sortir de moi-même, je voulais voir des autres, puis m'intégrer au groupe. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as réussi à faire tout ça? Oui, j'ai réussi à m'intégrer au groupe pas mal bien. Puis j'ai vraiment connu des personnes nouvelles, mais que je connais plus maintenant, que je connais encore plus à chaque fois que je vais à des activités, on découvre un peu plus selon l'activité qu'on fait. Puis on découvre chacun comment il est meilleur dans une telle activité ou l'autre. Comme il y en a qui sont meilleurs au baseball, il y en a qui sont meilleurs dans d'autres choses. Là. Mais il y en a qui sont bons comme chorale, comme choriste, puis il y en a d'autres, etc. Là. Ça a commencé que j'avais faire une histoire courte parce que j'ai fait un ACV à l'âge de 6 ans. À un moment donné, j'avais pris du retard dans plusieurs affaires. Puis là, j'étais à part des autres. Fait que là, à un moment donné, quand j'ai vu l'association, arrivé, c'était en 2006 à peu près. Puis j'ai commencé ça, puis j'ai aimé ça, faire les activités. Ça m'apporte du bien, puis de voir rencontrer du monde qui sont pareils, qui ont un genre de déficience. Peu importe l'handicap qu'ils ont, moi, ça m'apporte peu. C'est ainsi que se termine votre bulletin d'information Infocam. Si vous avez des suggestions de reportages, n'hésitez pas à communiquer avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. LC Productions est fière d'être associée à cette émission. LC Productions se spécialise dans la conception et l'hébergement de sites Web. 1-877-680-5550.